il y avait la coalition Macky 2000, il y avait la coalition Benno Siggil Sénégal, il y avait la coalition Benno ak Tanor, il y avait la coalition évidemment Taxawu Thème ak Ibrahima Fall, etc. Nous avons également la coalition Idy for President, 4e président. Donc nous avons convenu de fondre tout cela dans Benno Bokk Yakaar pour le 2e tour de l'élection présidentielle et pour les législatives. Benno Bokk Yakaar est arrivé à son point d'aboutissement après les législatives. Après les législatives. Donc, en termes clairs, il ne devait plus y avoir de coalition. Chaque parti devait aller lui-même. Absolument. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, je crois que les leaders de certaines coalitions sont libres de conserver le nom de Benno Bokk Yakaar, de la même façon que historiquement, comparaison n'est pas raison. Le Mali, c'était le Sénégal et le Soudan. Lorsque le Sénégal s'est retiré à la suite de la crise du 20 août 1960, le Soudan est resté dans le Mali. Donc, de la même façon, j'admets que des leaders aient décidé de conserver le terme de Benno Bokk Yakaar. Mais pour vous, quelque part, il y a une trahison du pacte qui a été signé. Parce que c'était prévu qu'après les législatives, qu'il n'y ait plus de coalition. Non, écoutez, je ne veux pas entrer dans la polémique. Je considère que nous avons fait un excellent travail au sein de Benno Bokk Yakaar. Nous sommes parvenus à nos résultats aussi bien, aux résultats escomptés, aussi bien pour l'élection présidentielle que pour les élections législatives. Mais ce processus a atteint son point d'aboutissement. C'est aussi clair que ça. Mais aujourd'hui, quel avenir donnez-vous à cette coalition Benno Bokk Yakaar? Parce que l'impression qu'on a, c'est qu'elle continue à gérer comme ils disent ensemble le pays. Je crois qu'il faut poser la question plutôt à ceux qui appartiennent à cette 2e mutation de Benno Bokk Yakaar, qui ont décidé de conserver le nom, qui ont décidé d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée, qui ont décidé de gouverner ensemble. Je crois que je ne suis pas le mieux placé pour répondre à votre question. Mais vous posez une question éthique dans cette histoire. Il y a une question éthique que vous posez aux Sénégalais aujourd'hui, de dire que nous étions entendus sur tel point, sur telle situation. Voilà ce qu'on devait faire, on n'a pas fait. Il y a un problème éthique qui se pose. Non, non, on l'a fait. Ce qu'on devait faire, on l'a fait. Mais que les gens décident d'avoir une prolongation, une mutation, comme vous avez dit, ou une mutation, c'est leur droit. Je pense que de la même façon que j'aurai le droit aujourd'hui de constituer avec d'autres coalitions un autre groupement. Mais justement, vous positionnez sur quel échiquier aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours membre de Benno ou vous avez repris votre indépendance, vous allez créer un groupe d'opposition ou bien avec une coalition pour gérer l'opposition, ou bien vous allez aussi peut-être accompagner Macky Sall, mais autrement? Taxawu Thème a 2 composantes. Une composante coalition Taxawu Thème avec Ibrahima Fall, qui a été créée avant l'élection présidentielle et pour l'élection présidentielle. Étant donné que c'était fait pour ça, après l'élection présidentielle et après les législatives, au nom de notre engagement dans Benno Bokk Yakaar, la coalition la coalition Taxawu Thème ak Ibrahima Fall, qui comptait une dizaine de partis politiques, s'est réunie à tirer les leçons de ce cheminement et a décidé que, conformément aux engagements qui ont été pris, chaque entité de cette coalition Taxawu Thème ak Ibrahima Fall retrouvait son autonomie. C'est exactement le même exercice
qui conduit aujourd'hui Taxawu Thème en tant que mouvement qui s'est libéré et a libéré tous ses alliés de Taxawu Thème ak Ibrahima Fall. C'est ce même processus qui conduit Taxawu Thème aujourd'hui à considérer que la coalition Benno Bokk Yakaar est arrivée à son point d'aboutissement. Mais aujourd'hui, vous positionnez sur quel échiquier? Opposition ou bien opposition consensuelle avec le pouvoir? Vous êtes dans quel schéma? Je vais vous raconter une histoire. J'avais rencontré, lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, une autorité d'un très grand pays et qui m'a dit: Monsieur Fall, je ne vous interroge pas en tant que ministre des Affaires étrangères, je voudrais vous interroger en tant que Sénégalais. Je dis: ah bon? Elle me dit oui. Elle me dit: vous êtes dans cette question en faveur de la thèse de tel pays ou en faveur de la thèse de tel autre pays? Je lui dis: je suis en faveur de la thèse du Sénégal. Taxawu Thème ne se définit pas par opposition à X ou à Y. Taxawu Thème s'est toujours défini et continue de se définir par rapport au programme qu'il a proposé au peuple sénégalais. Et ce programme est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'il ne l'a été auparavant. Donc, nous ne sommes ni un mouvement d'opposition, ni un mouvement de la mouvance présidentielle. Nous sommes nous-mêmes. Vous êtes où au centre? Il n'y a pas de centre et de périphérie. Il y a simplement une identité qu'il faut assumer. Oui, mais votre programme, vous l'avez proposé aux Sénégalais. Oui. Mais ce n'est pas sur cette base-là. Ce n'est pas votre programme qui a été choisi par les Sénégalais. C'est un autre programme qui a été choisi. Oui. Mais aujourd'hui, la façon dont le pays est géré, vous avez votre mot à dire. Alors, chaque fois que dans la gestion du pays, ce qui se fera sera en ligne avec notre programme en 111 points, nous soutiendrons cette initiative-là. Chaque fois qu'il ira à l'encontre de notre programme de Taxawu Thème en 111 points, nous nous y opposerons, à moins que, chemin faisant, nous réalisions que ce qui est proposé est encore meilleur que ce que nous avions proposé. Auquel cas, nous adhérerons à ce qui aura été fait. Aujourd'hui, la coalition est au pouvoir, ça va faire bientôt 6 mois. Quel regard jetez-vous sur la conduite des affaires du pays? Écoutez, c'est une question complexe. J'y répondrai en 2 temps. D'abord pour dire qu'il est nécessaire de donner au temps du temps et de permettre, après chaque élection présidentielle, de permettre à celui ou à celle qui est élu de pouvoir dérouler son programme, le mettre en œuvre et produire des résultats avant de pouvoir se prononcer dans un sens ou dans un autre. Cela n'exclut pas un accompagnement critique. Donc, quand on dit 100 jours, au bout de 100 jours, qu'est-ce qu'a fait le régime? Je trouve que c'est plus journalistique que réaliste. Aujourd'hui, il y a 6 mois, il y a quand même des actes qui ont été posés. Oui. Comment vous les jugez? Est-ce que c'est dans le bon sens ou bien pour vous, ce n'est pas dans le bon sens comme certains prétendent, en disant qu'il y a de lenteur dans l'exécution des décisions? Si je devais répondre en Wolof, je dirais que Ponum Pirle.
dàq na pon dàq na ko. Pour les gens qui ne comprennent pas ça. Ça veut dire qu'il y a à la fois du bon et du moins bon. On aurait pu attendre pire comme on aurait pu attendre mieux. Et je considère qu'il y a au plan de ce qu'on appelle la rupture un ensemble d'orientation, de décisions, de politiques, de projets qui méritent d'être mis en exécution. Laquelle? Parce que on a dit qu'il fallait moraliser la vie de l'État. Il est évident que des efforts sont en train d'être faits, mais que des décisions qui ont été prises sur lesquelles les populations s'interrogent au regard du passé de ceux qui sont ou de celles qui sont bénéficiaires de ces décisions, des actes qui ont été posés en matière de nomination et qui concernent des personnes dont la compétence n'est pas avérée, des actes qui sont posés et qui, au regard de la gouvernance vertueuse, posent problème. Je crois que les Sénégalais sont suffisamment mûrs pour faire la part des choses. Mais si on vous demandait d'être beaucoup plus précis par rapport aux récriminations que vous avez, vous diriez quoi exactement? Écoutez, je crois que c'est très simple, hein. Il fallait dégraisser le gouvernement. Il fallait réduire le train de vie de l'État. Je me pose des questions. Le gouvernement, il y a 25 membres. Au regard du nombre des membres du gouvernement qui vont augmenter apparemment, puisque les journaux et les organes de presse, y compris celui auquel vous appartenez, ont déjà annoncé la possibilité d'un allongement, comme on dit, de la taille du gouvernement. Il y a beaucoup de ministres conseillers. Il y a beaucoup d'agences, des dizaines d'agences qui sont là, qui sont budgétivores. Il y a des salaires faramineux. Quand on parle de 15 millions de francs CFA par mois qu'on paye à des dirigeants d'agences, il y a également, qu'on le veuille ou pas, des niches d'économie qui ne sont pas exploitées comme il faut. Donc le train de vie de l'État devra certainement être davantage dégraissé. Pour vous, le gouvernement doit encore aller beaucoup plus dans les orientations et dans les décisions qu'il doit prendre pour encore réduire le train de vie de l'État, des ministres aussi, au gouvernement et des conseillers, c'est ça? Je crois. Il y a également naturellement les dépenses somptuaires de l'État, le niveau des fonds politiques. Il y a un ensemble de choses sur lesquelles la rupture reste à faire. Des efforts peut-être ont été faits, mais c'est peu par rapport à ce que nous, au niveau de Taxawu Thème, nous attendions du nouveau président de la République. Donc, à votre avis, le rythme pris par le gouvernement pour régler ces questions est encore lent. Il faut aller beaucoup plus vite dans les décisions, dans les changements, c'est ça? Il y a un problème de rythme, il y a un problème d'envergure, il y a un problème d'approfondissement. Ce sont ces trois dimensions. C'est dans ces trois dimensions qu'il faut chercher les voies et moyens de véritablement illustrer, si on veut le faire, ce qu'on appelle une gouvernance vertueuse, ce qu'on appelle un gouvernement beaucoup moins budgétivore. Justement, est-ce que la coalition Benno Bokk Yakaar, comme vous l'avez dit tantôt, qui a continué sa mutation, avec des hommes politiques quand même qui sont là, qui sont connus, qui ne sont pas nouveaux, est-ce que ce n'est pas eux qui prennent en otage quelque part le président de la République? Je ne peux pas parler en termes d'otage.
je vous ai déjà dit... Les logiques de coalition qui sont là, de partage. J'ai commencé par vous dire que 3 mois ou 6 mois, c'est peu. Il faut donc donner au président de la République nouvellement élu le temps de dérouler son programme. Cela n'empêche pas les observations que j'ai faites qui, de mon point de vue, pourraient être prises en considération par les autorités. Cela ne veut pas dire que je fais du nihilisme, que tout ce qui est fait est mauvais, loin de là. Je crois qu'il y a de très bonnes décisions qui ont été prises dans certains cas. Quelles sont ces décisions? Qu'il faut encourager à votre avis, et qu'il faut pérenniser. Quelles sont ces décisions? Quand on prend des décisions pour abaisser le prix des denrées de première nécessité, c'est une bonne décision. Mais il faudra la maintenir. Il ne s'agira pas, dans quelques mois, en 2013, de procéder à des augmentations. Parce qu'alors, ce sera une façon de tromper le peuple. Quand on prend des décisions pour maintenir les prix de l'électricité, il faudra pérenniser cette décision. Or déjà, se profile à l'horizon, à l'image de la déclaration de politique générale, des perspectives de remettre en cause les subventions. Ces subventions-là. Donc, de répercuter les subventions sur les tarifs des consommateurs. Oui, l'État parle de 120 milliards par an avec le plan Takal, ouais. Que c'est impossible de tenir. Je pense que 120 milliards, c'est beaucoup, mais par rapport à 300 000 milliards, je crois que ce n'est pas beaucoup. Et il ne faut pas oublier que les gouvernants sont là au service des gouvernés. Donc, il est absolument nécessaire de maintenir ces mesures-là. Dans le même ordre d'idée, c'est bon de supprimer le Sénat. Taxawu Thème a proposé parmi ces 111 points la suppression du Sénat. Nous n'avons pas attendu les inondations pour en faire la raison ou le prétexte de la suppression du Sénat. Donc, nous sommes tout à fait en phase avec le président. Mais il ne faut pas dévêtir Jean pour vêtir Paul. Le Conseil économique et social, aujourd'hui Conseil économique, social et environnemental, est une institution de conseil. Il est composé sur la base des différentes activités et des différentes compétences dont le gouvernement a besoin des conseils. Et ses membres, au nombre de 80, ne sont pas des salariés. Ce sont des personnes qui conseillent et qui tiennent 2 sessions par an, chacune de 2 mois, et c'est seulement à l'occasion de ces sessions qu'ils reçoivent des indemnités. Qu'il faut maintenir cela. Je crois que si on veut un gouvernement, une gouvernance vertueuse, il est essentiel de ne pas supprimer le Sénat pour faire du Conseil économique, social et environnemental un autre Sénat sur le plan du salaire, en payant un salaire mensuel aux membres du Conseil économique, social et environnemental. Et je dois dire également que sur le plan de la substance, c'est bien d'avoir ajouté la dimension environnementale, même s'il y a une commission qui s'occupe au sein de ce Conseil de l'environnement et du développement durable. Mais peut-être qu'il aurait été également utile de mettre un accent plus particulier sur la culture.
Ce qui nous définit, c'est notre identité, c'est notre culture. Et aujourd'hui, quand on regarde aussi bien les adultes que les jeunes, on se rend compte que notre culture se débat dans un environnement mondial agressif et que nous ne sommes pas suffisamment outillés, notamment les jeunes, pour faire face à ces agressions culturelles. Nous imitons de façon systématique ce qui se fait à l'extérieur, même quand ça va à l'encontre de notre culture. Sur le plan culturel, regardez les Sénégalais parler wolof, parler tout couleur. Combien il y a de mots étrangers, français en particulier, qui viennent envahir systématiquement notre parler. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir de mettre en place le Conseil économique et social de l'environnement, qu'avoir une large concertation autour de la question pour prendre la préoccupation, toutes ces questions? Bon, je crois que on ne peut pas vouloir se substituer aux gouvernants. Ce que je dis n'est pas propre à Ibrahima Fall. C'est un problème culturel que nous vivons au jour le jour. Il faut avoir le courage de dire, pas seulement aux jeunes, aux adultes aussi, que nous avons un patrimoine culturel à conserver, à sauvegarder. Et c'est ça le Sénégalais. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité des parents eux-mêmes? C'est une responsabilité partagée. Et voilà pourquoi dans le programme de Taxaw Thème, on a mis Djubal, Djubanti. Djubanti, ça veut dire corriger, rectifier. Et on a dit il faut que sur le plan culturel, on donne à la famille le rôle crucial qui est le sien en matière d'éducation. Il faut également que l'école s'acquitte de ses obligations d'éducation. On enseignait la morale, on enseignait l'éducation civique. Il faut également qu'au niveau des structures d'État, on donne l'exemplarité. Moi, je me souviens quand j'étais élève, eh bien, mon instituteur, c'était un modèle. Sur le plan vestimentaire, sur le plan du langage, sur le plan de la conduite. Il faut aller plus loin. Nous avons une responsabilité au niveau des autorités religieuses et des confréries. Je dois dire d'ailleurs que de ce point de vue-là, les efforts sont beaucoup plus nets en matière de recentrage culturel et moral des jeunes et des adultes. Justement, vous avez touché là un point important en parlant de morale, d'éthique et de responsabilité de gouvernance. Pourtant, il y a des audits qui ont été lancés par rapport à la gestion du pays. Ceux-là aussi qui ont pris l'argent du pays, il y a un problème. On a l'impression que les choses se tassent, alors que c'est une sorte d'exigence des Sénégalais de la moralisation de la vie publique, politique et même de la gestion du pays. J'y arrive. Je termine juste avec la culture pour dire que c'est un problème fondamental de refaire le citoyen sénégalais. Je considère que ce que fait le mouvement Y en a marre pour le nouveau type de Sénégalais participe de cette volonté de recentrer le citoyen sénégalais. Mais les pouvoirs publics ont encore un rôle plus important en matière de modèle, d'exemplarité, mais aussi de police, de politique. Et je ne le vois pas venir. La gestion des deniers publics. Maintenant, en ce qui concerne les audits, c'est une excellente chose. Ce n'est pas la première fois, je dois dire, que des audits ont lieu ou se préparent. Mais les questions que ça se pose, mais ils iront jusqu'au bout. Si on doit faire comme en l'an 2000-2001, auditer, puis ensuite mettre le coude sur les audits pour rallier
les personnes visées dans le parti présidentiel, ça ne vaut pas le coup. Je dois dire également que, à partir de ce moment-là, si vraiment on veut une gouvernance vertueuse, il faut que les nominations dans les hautes sphères de l'État et ailleurs aussi se fassent sur la base du mérite. Est-ce que vous êtes pas pour... sur la base du copinage ou sur la base des relations familiales. L'État et ailleurs aussi se fasse sur la base du mérite. Est-ce que vous êtes pas pour... sur la base du copinage ou sur la base des relations familiales. Mais est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faudrait aujourd'hui faire des appels à candidature pour certains postes de responsabilité? Absolument, nous l'avons proposé dans le programme Tarotem. C'est pour nous le signe d'une véritable objectivité dans le processus de sélection et d'un choix éclairé en ce qui concerne le meilleur des candidats qui auraient été choisis. Donc, de ce point de vue-là également, que l'on prenne des personnalités qui sont visées par des audits qui sont en cours, qu'on leur confie des responsabilités, ne participe pas de la gouvernance vertueuse, ne participe pas de la rupture, ne participe pas de l'éthique. Il y a une autre question qui est posée par les Sénégalais au cours de la déclaration de politique générale du Premier ministre, M. Abdoul Mbaye. Il a parlé de l'argent du Sénégal, des biens mal acquis qui sont hors du pays. Les Sénégalais estimaient peut-être que c'est possible de ramener cet argent et de réinvestir au Sénégal. Mais il y a des doutes par rapport à la célérité dans la récupération de cet argent. Je crois que dans cette affaire, il faut faire la part des choses. Il y a le principe et il y a les modalités. Le principe, c'est qu'il faut absolument récupérer l'argent mal acquis, qu'il soit au Sénégal ou qu'il soit à l'extérieur. Mbaye qui savait autant qu'on commence d'abord par l'argent mal acquis qui est au Sénégal. Et il faudra également faire tout pour récupérer l'argent qui est hors du pays. Principe. Le problème, c'est que c'est pas simple. Modalité. C'est difficile. Modalité, il est évident qu'aujourd'hui, cette traque, cette poursuite pour récupérer l'argent mal acquis, planqué à l'extérieur, est largement facilitée. Comment? Parce que, depuis les événements de septembre aux États-Unis, il y a tout un réseau de surveillance des transferts d'argent, aussi bien au niveau des États-Unis, au niveau de l'Union européenne et partout dans le monde. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest joue ce rôle. Tous les transferts sont pratiquement, enfin la plupart, autorisés. Donc, il est possible de suivre à la trace les biens mal acquis qui sont planqués à l'extérieur. Deuxièmement, il y a une volonté de la part d'institutions internationales, mondiales, comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, une volonté d'aider les pays qui veulent récupérer les biens mal acquis planqués à l'extérieur. Il y a eu des précédents, que ce soit en RDC, que ce soit au Nigeria, que ce soit ailleurs. Il y a donc beaucoup plus de facilité à lutter contre ce fléau. Troisièmement, il y a évidemment la volonté politique du gouvernement. Et c'est celle-là qui est le moteur essentiel. Il ne suffit pas de proclamer, de déclarer ou de clamer une volonté de lutter contre les biens mal acquis pour ne rien faire.
Mais le problème aujourd'hui, M. Fall, c'est que c'est vrai, il y a le circuit bancaire, il y a aussi le circuit informel. Beaucoup de Sénégalais se posent des questions sur l'argent qui est plaqué dans des maisons, dans des sous-sols, où des coffres-forts ont été mis en place pour soustraire justement cet argent des banques de contrôle. On a un service de police d'investigation qui est de bonne facture. Si on veut arriver à trouver ces plans, que cela ne demandera même pas une semaine. Oui. Alors, sur les questions sous-régionales, depuis quelque temps, il y a des bisbilles entre le Sénégal et la Gambie par rapport aux Sénégalais qui ont été exécutés, même si les dernières informations disent que le président gambien a suspendu certaines exécutions. Comment comprenez-vous cette histoire? Il y a, à mon avis, 3 aspects dans cette affaire. Il y a la gouvernance politique gambienne, sur laquelle je laisse les nationaux gambiens se prononcer. Il y a ensuite la gestion diplomatique de nos ressortissants à l'extérieur. C'est un problème sénégalo-sénégalais. Il y a enfin les relations entre nos 2 pays. Sur la première question, je laisse les Gambiens se prononcer. Sur la question de la gestion par le Sénégal de ses ressortissants à l'extérieur, je crois très franchement qu'il y a eu des bourdes diplomatiques. Lesquelles? Quand un président de la République dit qu'il n'a jamais été informé, quand un ancien ministre des Affaires étrangères dit qu'il n'a jamais été informé, quand un ancien ministre, premier ministre, se réveille pour faire une initiative diplomatique, alors qu'il y a quelques semaines, il était encore Premier ministre, et qu'il revient, j'insiste, aux autorités sénégalaises, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, président de la République, de l'ancien régime comme du régime actuel, de veiller à la protection des Sénégalais qui vivent à l'extérieur, et qu'ils disent, tous ces responsables qui n'étaient pas au courant, il y a là un problème. À quoi servent nos ambassades à l'extérieur? À quoi sert l'ambassade du Sénégal en Gambie? À quoi sert le secrétariat sénégalo-gambien également à Banjul? Nous avons tous les moyens pour pouvoir nous renseigner, pour pouvoir nous informer, pour pouvoir agir. C'est maintenant qu'à la suite de l'exécution de 2 de nos compatriotes qu'on découvre brusquement qu'il y a plusieurs dizaines de Sénégalais qui sont condamnés à mort. C'est inadmissible. Mais jusqu'à présent, on n'a pas besoin d'attendre que la Gambie nous informe que nous avons des citoyens sénégalais qui sont en prison. Nous avons le devoir, en tant que pays, en tant que gouvernement, et au nom de notre obligation de veiller à la sécurité de nos citoyens à l'extérieur, et sur la base de nos représentations diplomatiques qui font un travail sur le terrain, nous avons le devoir de savoir ce qui se passe même dans une prison en Gambie, dans une prison en Espagne. En termes clairs, le Sénégal n'a pas fait son travail diplomatique en Gambie. Ni dans l'ancien régime, avec le gouvernement qui vient de partir et qui porte une bonne part de responsabilité, ni avec ce gouvernement, puisque le premier voyage que le président nouvellement élu a effectué, c'était en Gambie. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, je peux vous dire que, en tout cas dans la bonne pratique, quand un président de la République va dans un autre pays, on lui fait des fiches, et parmi ces fiches, une place importante est réservée à la situation de nos compatriotes dans ce pays. Mais est-ce que vous comprenez jusqu'à présent que le Sénégal n'a pas encore d'ambassadeur en Gambie? Comment? Jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas encore d'ambassadeur en Gambie. Il a une ambassade.
l'ambassadeur, il coiffe tout, mais les agents de l'ambassade travaillent. Et de ce point de vue-là, que ce soit sous l'ancien régime ou sous le régime actuel, ce n'est pas une raison pour ne pas dire qu'on n'a pas été informé. Oui, aujourd'hui, le Sénégal semble être entouré d'une ceinture de feu. Il y a la Gambie, on vient d'en parler, la Casamance. Aujourd'hui, la situation est encore compliquée parce qu'on rappelle qu'il y a des otages militaires aujourd'hui entre les mains des rebelles de MFDC. Il y a le Nord Mali qui est en train d'exploser, la Mauritanie qui est instable, entre guillemets, la Guinée-Bissau qui n'est pas encore guérie de ses soubresauts politiques. Comment le Sénégal doit gérer ces questions-là pour éviter que la flamme ne le brûle, entre guillemets? Peut-être j'ai une déformation professionnelle, mais comme vous m'avez posé la question sur la Gambie, je vous avais dit qu'il y a un aspect qui relevait des Gambiens, un aspect qui relève du Sénégal et un aspect qui relève des relations entre le Sénégal et la Gambie. Je vais dire 2 mots sur ce troisième aspect. Nous n'avons pas choisi d'avoir la Gambie dans le cœur du Sénégal. La Gambie n'a pas choisi d'être entourée par un seul pays. Nous avons donc l'obligation de faire en sorte de surmonter les obstacles qui résultent de cette situation pour chacun des 2 pays et de cultiver les avantages que l'on peut tirer de cette situation. Le premier avantage, c'est que nous sommes une même nation. La nation sénégambienne comprend 2 pays, le Sénégal et la Gambie. Et tout doit être fait pour surmonter la division étatique et renforcer l'unité pas interétatique, mais internationale, mais pas au sens de internation. Entre les bon, laissez-moi peut-être utiliser une autre forme pour renforcer l'unité au sein de la nation sénégambienne. Et il y a des pistes. Seulement, il faut qu'on joue franc jeu. Il ne faut pas que de part et d'autre, on joue au chat et à la souris. Qu'on essaie de se tromper, qu'on donne des accolades et qu'en dessous, on organise une déstabilisation du Sénégal à partir de la Gambie ou de la Gambie à partir du Sénégal. Nous avons l'obligation de consolider cet acquis-là. Et le Sénégal, parallèlement, a l'obligation de renforcer la sécurité de ses ressortissants en Gambie comme ailleurs, de renforcer également sa sécurité territoriale, de faire en sorte de désenclaver la Casamance, de faire en sorte d'avoir la paix en Casamance. Et sur ce plan, ce que j'ai dit depuis juin 2011 sur la crise en Casamance reste pertinent. C'est-à-dire? À savoir, ce n'est pas un problème casamancé, c'est un problème sénégalais. 2, il faut associer à la résolution de ce problème toutes les parties prenantes, certes le MFDC et le gouvernement, mais aussi les ressortissants de la Casamance, les bonnes volontés sénégalaises et les bonnes volontés des pays voisins qui peuvent apporter une contribution. Et troisièmement, il est essentiel de pouvoir dialoguer objectivement et d'avoir recours à toutes les ressources humaines, de compétences dont nous disposons ici à l'intérieur du Sénégal et à l'extérieur. Vous êtes connu comme étant un grand négociateur justement de ces genres de situations. Vous avez fait vos
Preuve, en Guinée, c'était compliqué avec la junte qui était au pouvoir. Est-ce que vous êtes prêt à jouer ce rôle-là pour la Casamance? li ngay dàqe kéwél mu jëm àll nga dàq ko mu jëm kër. Ce que je peux vous répondre, c'est que je suis sénégalais, je suis à la disposition de mon pays. Si les autorités sollicitent la petite expertise que j'ai, mais c'est naturellement que je répondrai à cette sollicitation. Pour jouer le monsieur Casamance et des... Non, je n'ai pas demandé à jouer un rôle de monsieur Casamance. Précisément parce que la gestion de la crise en Casamance, pas de la Casamance, mais en Casamance, par des monsieur Casamance a été désastreuse. Ça a été un gouffre financier, un échec politique et pratiquement une impasse sur le plan de la paix. Je dis simplement que si, dans le contexte actuel, on sollicite mon expertise et l'expertise d'autres personnes, sénégalais ou non, je pense que je suis prêt à apporter ma contribution. Et la ceinture de feu qui entoure le Sénégal aujourd'hui? Écoutez, ce qui se passe en Guinée, c'est une situation regrettable. En Mali aussi. Je pense qu'on aurait pu faire l'économie de ce qui se passe en Guinée si précisément on nous avait écoutés. Nous, c'est le groupe international de contact sur la Guinée que je co-présidais avec le président de la commission de la CEDEAO et avec de facto le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, M. Saïd Djinnit. Ce groupe qui comprend tous les pays de la CEDEAO et des partenaires bilatéraux et multilatéraux internationaux avait proposé que le programme de transition soit articulé de telle manière qu'il y ait les élections législatives avant l'élection présidentielle. Mais la classe politique guinéenne, ses leaders tout au moins, étaient tellement pressés d'avoir un président qu'elle a elle a inversé le système, le processus et a insisté pour avoir l'élection présidentielle. Si on avait organisé les élections législatives, chacun se serait mesuré et peut-être que cela aurait d'ailleurs donné moins de candidats à l'élection présidentielle et en tout cas l'élection présidentielle aurait été pratiquement le point d'aboutissement du processus. Et ce qui se passe au Nord-Mali aujourd'hui? C'est l'inverse qui a été fait. Il s'y ajoute maintenant la problématique de la CENI guinéenne, la Commission électorale nationale indépendante de Guinée, et la question du fichier électoral. Je regrette de le dire, il y a des points de fixation qui ont contribué à aggraver la crise en Guinée. Et si on nous avait écouté davantage, je pense que le succès que nous avons eu à conduire, à aider, à encadrer le processus de transition jusqu'à l'élection présidentielle en Guinée nous aurait permis de contribuer également à la solution de l'élection législative. J'espère que mieux vaut tard que jamais. Et le Nord-Mali aujourd'hui, est-ce que c'est une menace pour le Sénégal? Le Nord-Mali est une menace pour le Mali, une menace pour le Sénégal, une menace pour tous les pays sahéliens et une menace pour l'Afrique. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. C'est un problème complexe parce que vous avez 4 crises en une seule. Vous avez la crise du régime politique à Bamako avec le coup d'État. Vous avez la crise de l'administration territoriale du Nord-Mali
puisque le gouvernement, depuis plus de 10 ans, a délaissé complètement cette région. Vous avez la crise liée à la révolte, au mouvement de révolte des Touaregs. Et vous avez aujourd'hui maintenant la crise de l'invasion des 2/3 du Mali par des mouvements rebelles, extrémistes et islamistes. Pour bien traiter la crise du Mali, il faut prendre en considération toutes ces 4 dimensions et ne pas réduire cette crise aux seules relations entre le Mali et la CEDEAO. Je considère qu'entre le Mali et la CEDEAO, il y a des non-dits. D'abord, il y a du surplace. On s'envoie des lettres, on fait des exigences et chacun exige de l'autre ce que l'autre ne veut pas. Est-ce que c'est la volonté des 2 parties, chacune, de ne pas s'engager? Ensuite, il faut bien se rendre compte qu'il faut travailler avec les réalités. Il y a des réalités au Mali liées au rapport de force actuel entre les civils et les militaires qu'il faut prendre en considération. Et la CEDEAO ne peut pas l'ignorer. À moins alors de risquer d'échouer. Mais d'un autre côté, il est essentiel que le Mali réunisse les conditions minimales pour une intervention militaire de la CEDEAO dans le nord. Cela demande la logistique, cela demande des bases, cela demande des moyens. Et je pense que la porte n'est pas fermée. Il est possible de discuter de cela. Je dois dire que les Nations Unies, où j'ai travaillé pendant 15 ans en tant que sous-secrétaire général, sont habitués à de telles impasses de départ, mais il doit être possible de discuter. J'ajoute qu'il ne faut pas voir dans cette affaire une question de la CEDEAO uniquement. L'Union africaine doit être impliquée. Les pays du champ qui ne sont pas de la CEDEAO doivent être impliqués. La Mauritanie n'est pas de la CEDEAO. L'Algérie n'est pas de la CEDEAO. Le Tchad n'est pas de la CEDEAO. Or, ce sont des pays du champ. On ne peut pas organiser une opération de libération du Nord Mali sans leur participation. Enfin, il faudra faire en sorte d'examiner véritablement les problèmes de fond qui sont à l'origine et de ce dépérissement de l'administration malienne dans le nord, de la révolte des Touaregs et de cette invasion. Faute de quoi, on risque d'aborder le problème sous un angle et d'ignorer les autres angles et donc d'être condamné à l'échec. Voilà, M. Ibrahima Fall. Je voudrais simplement ajouter un dernier point, si vous me permettez. Nous avons commencé par les élections présidentielles et législatives. Oui. Je voudrais terminer par où j'ai commencé. À savoir, Taxawu Thème ne regrette rien de s'être tenu scrupuleusement à l'engagement qui a été souscrit par les candidats du M23 et d'avoir risqué par ce fait-là de perdre l'élection présidentielle. Parce que pour nous, si nous invitons la population aux 4 R, dont la réhabilitation, dont un R qui veut dire réhabilitation des valeurs, nous préférons perdre une élection présidentielle que de nous renier
en prenant un engagement que nous n'exécutons pas. Justement, M. Ibrahima Fall. Deux, je dois, pour cette raison-là, remercier encore une fois les Sénégalais qui nous ont fait confiance à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Et ils nous ont fait confiance non seulement pour l'élection présidentielle, mais aussi pour les législatives, puisque nous avons été un des éléments de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ici également, nous ne regrettons rien. Nous nous sommes conformés à ce qui a été dit. Nous n'avons jamais rien demandé, ni pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, ni pour les législatives. Et nous sommes heureux que sur cette base de la probité, sur cette base du respect de la parole donnée, sur cette base de désintéressement total au nom des intérêts supérieurs du pays, nous soyons arrivés à cette situation. Justement, M. Ibrahima Fall, il y a une image qui a beaucoup frappé les Sénégalais lors de cette présidentielle. C'est vous, à la part de l'indépendance, au milieu de grenades lacrymogènes, avec un masque à gaz. Les Sénégalais connaissaient peut-être Ibrahima Fall beaucoup plus calme. Mais là, dans un truc d'un affrontement face aux forces de l'ordre, ça a beaucoup frappé les Sénégalais. D'où est-ce que vous avez puisé cette force? Je vous remercie. Je crois que à Taxawu Thème, nous sommes des Sénégalais de principe. Lorsque nous nous décidons que de surcroît nous souscrivons un engagement, nous allons jusqu'au bout, dans le seul intérêt des populations. Et pour cette raison, nous étions prêts à affronter les grenades lacrymogènes, à affronter les dangers au péril de notre vie, peut-être par éducation, puisque vous voulez personnaliser ça, encore que je considère que ma personne n'est pas importante, c'est tout Taxawu Thème qui est là, et tout le peuple d'ailleurs. Parce que le 23 juin, c'est pas Taxawu Thème. Oui, mais pour quand même quelqu'un qui est ancien sous-secrétaire des Nations Unies, qui joue au médiateur dans la sous-région, être là devant les bombes, devant les lacrymogènes, ça a joué beaucoup sur la conscience de beaucoup de Sénégalais. Parce que vous êtes habitué à négocier pour la paix. Nous avons épuisé toutes les possibilités de négociation. Nous avons écrit au préfet pour lui dire que ce n'est pas légal d'interdire notre manifestation. Il nous a répondu, et j'en ai souri en tant que professeur d'université, qu'entre la loi qui autorise les manifestations et le décret pris, l'arrêté pris par son ministre d'interdire les manifestations, lui, il appliquait l'arrêté. Alors je me suis dit, est-ce qu'il connaît le b.a.-ba de l'administration? Est-ce qu'il connaît le b.a.-ba de la hiérarchie des normes entre une loi, un décret et un arrêté? Je crois que nous sommes des personnes de paix. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait pacifiquement. C'est le régime qui s'est opposé violemment à nous. Je sais que des adversaires politiques ont voulu exploiter cela pour dire, vous voyez, Ibrahima Fall, que vous voyez là, tout calme, mais ce n'est pas un homme de paix. Il veut incendier le pays. Non. Nous avons manifesté pacifiquement. Et la première fois qu'on est allé à la place d'Indépendance d'ailleurs, la preuve en a été donnée, on est arrivé à la place d'Indépendance, nous avons manifesté tranquillement et nous sommes partis. Donc, je crois qu'il faut comprendre que quand on se bat pour une cause, et lorsque cette cause est légitime, on a le devoir de donner le meilleur de soi-même. Vous savez, si je voulais mon confort, je ne me serais pas présenté à l'élection présidentielle. J'ai fait ma carrière nationale et internationale. J'ai une retraite douette qui peut me suffire largement. C'est au nom de l'impératif national que je me suis engagé. Voilà. M. Ibrahima Fall,
Merci infiniment. Merci d'avoir accepté notre invitation à Questions Directes. Merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission avec nous. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.